Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Laurent Freeman, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons parler de chamanisme, de champignons, de plantes hallucinogènes. Pour commencer, on pourrait rappeler ce qu'est le chamanisme pour les personnes non averties. Oui, alors juste avant de rappeler le chamanisme, je voudrais te remercier d'avoir fait cette émission parce que ça demande un gros courage d'aborder ce sujet. Et donc, c'est un sujet qui est très peu abordé, surtout en France. Et donc, je te remercie déjà et je remercie la radio Fréquence Évasion pour ça. Avec plaisir. L'opportunité de parler de ça. Avec plaisir. Donc le chamanisme, si on en prend la définition de Wikipédia que vous pouvez trouver sur Internet, le mot chaman signifie être éclairé en tougous, qui est dérivé du sanskrit, shramana, et orthographié chaman en français. Donc il y a plusieurs définitions, mais je trouve que celle-là colle bien en fait au chamanisme, parce qu'il y a différents types de chamans. Il y a par exemple des chamans qui sont capables de communiquer directement avec les plantes et il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité-là mais qui vont avoir d'autres capacités. Et puis il y a différentes aussi traditions de chamanisme. Les chamans en Amérique du Sud sont complètement différents dans leur pratique chamanique des Amérindiens par exemple. Voilà, c'est la définition que je retiens, être éclairé. Alors quelle différence il y a justement entre ces différentes traditions? Ça repose sur quoi? Je saurais pas faire l'historique de comment remonte chaque tradition chamanique dans chaque pays. Ça, je suis pas spécialiste là-dedans. Par contre, je sais, pour avoir vu différents types de chamans, que les pratiques sont totalement différentes. Des fois, ils utilisent des plantes totalement différentes, même souvent. Aux États-Unis, il y a des cactus qui sont utilisés. Il y a aussi des champignons. On va en parler largement dans cette émission. Ouais. Et il y a de plus en plus de chamans qui viennent en fait d'Amérique du Sud et qui remontent en fait vers l'Amérique du Nord et qui emmènent en fait des pratiques chamaniques péruviennes ou brésiliennes ou des pays d'Amérique du Sud, quoi. Et donc là, c'est plus ayahuasca. Et puis après, il y a d'autres encore pratiques avec des grenouilles qui ont des spores vénéneux et le venin est utilisé aussi pour détoxifier le corps et apporter certaines libérations au niveau énergétique. Ça peut être des plantes, ça peut être des venins de certains animaux. La plupart du temps, c'est des plantes. Et voilà. Donc ici, aux États-Unis, il y a une énorme production en fait de champignons qui se trouvent, la plupart des cas, c'est Los Angeles et la côte ouest des États-Unis, on va dire. Ouais. Et en fait, je remarque dans les communautés dans lesquelles j'évolue, dans lesquelles il y a vraiment toutes les tranches d'âge. Ça va vraiment de la majorité jusqu'à et en fait. Il y a un remplacement en fait aux États-Unis des drogues dures petit à petit par en fait des plantes médicinales chamaniques. Ce qui est une très bonne chose parce que les jeunes en fait que je côtoie sont loin des standards qu'on voit à la télévision ou dans les présentations d'Hollywood et de l'américain moyen. Enfin, ceux qui vraiment démarrent en fait dans la recherche de la vérité à travers des pratiques chamaniques médicinales. Ils ont des ouvertures d'esprit et de conscience qui sont très développées, même à des âges jeunes, quoi. Et finalement, ce sont des plantes naturelles. Ça n'a pas été transformé, trafiqué. Non. Alors, il y a vraiment une grosse incompréhension dans beaucoup de pays, notamment en France. Parce que ça serait pas du tout le même discours si par exemple tu étais un journaliste péruvien et qu'on avait cette interview pour les Péruviens, ça aurait même pas de sens tellement c'est banal. C'est banal. Ouais. Ouais. Oui, donc il y a énormément de mauvaises perceptions en fait de la pratique chamanique et des plantes que tu as qualifiées en début d'émission d'hallucinogènes. Ouais. J'ai dit hallucinogène pour que tout le monde comprenne. Non, mais il fallait que le mot soit prononcé parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Ceux qui savent en fait ce que font certaines plantes et ce qu'elles permettent d'atteindre en termes d'élévation de conscience
c'est pas bon pour ceux qui sont derrière le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de l'ombre en fait. Donc et je vais détailler en fait ce que je dis et je vais vous prouver, vous donner des références de ce que je dis. Si les gens se réveillent, évidemment, ça va être compliqué pour le pouvoir en place. Donc ils ont intérêt à ce qu'ils restent endormis. Donc comment est-ce qu'on fait pour aussi détourner les gens de pratiques qui pourraient leur permettre de s'éveiller ? Tout simplement, on utilise le contrôle mental. Donc le contrôle mental, il est fait là en l'occurrence avec l'utilisation de 2 mots à coller qui est champignon hallucinogène. Qui a déterminé ce mot-là pour qualifier ces champignons en particulier? Ce sont les académiciens français qui sont en charge depuis très longtemps je ne connais pas la date, mais de remplir les vides dans le dictionnaire de la langue française. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui ne soit pas franc-maçon. Ils ont tous accès à des transmissions de données qui viennent donc par les écoles maçonniques et qui viennent aussi des écoles des mystères et qui ont été perverties, etc. Tout ça, c'est lié aussi avec la loge P2 du Vatican. Et donc, c'est eux qui décident de dire les champignons qui permettent des élévations de conscience et qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle depuis la nuit des temps dans tous les pays dans lesquels ces champignons poussent, on va leur coller une étiquette et on va les appeler hallucinogènes. Voilà. Et on va les interdire, on va les mettre sur la liste des plantes interdites. Et voilà, donc circuler, il n'y a rien à voir, surtout n'essayez pas, ça va vous rendre fou, etc. Voilà, ça c'est la programmation. Parce que de ma propre expérience, je parle pour moi, oui. Pour avoir utilisé plus d'une centaine de fois, on va dire, dans des cérémonies chamaniques, les champignons, oui. Pour avoir utilisé aussi l'ayahuasca, je n'ai pas d'expérience, aucune, d'hallucination. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces expériences ? J'ai des expériences où j'ai vu d'autres choses, accéder à d'autres dimensions qui sont, pour la plupart du temps, on va dire, cachées derrière une sorte de voile, en fait, comme s'il y avait un portail, en fait, il fallait traverser ce portail pour aller explorer ces autres parties, en fait, de la conscience universelle. Et en fait, je n'ai pas vu d'hallucination. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas la sensation d'avoir vécu une hallucination. Alors après, chacun a sa propre perception des choses, mais je ne veux pas juger quelqu'un qui me dirait qu'il a eu des hallucinations. Mais moi, j'en ai pas eu. Alors ça se traduit comment ? Qu'est-ce qu'on découvre exactement ? Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont complètement différentes à chaque expérience et pour chacun. En fait, la plante elle-même... Je vais expliquer un petit peu ce que la plante fait. La plante a un composé chimique qui est très proche de enfin, je parle du champignon là, oui. De la psilocybine en particulier, qui donc a une formule très proche de la DMT, de la dimethyltryptamine, qui est la molécule qui est sécrétée par la glande pinéale quand on s'endort et qui provoque les visions qu'on a pendant les rêves. Oui. Voilà. Ça permet de projeter l'image à l'intérieur de la tête quand les yeux sont fermés. D'accord. Donc c'est ce qui est appelé le troisième œil. Et donc la dimethyltryptamine permet d'ouvrir en fait cet œil à l'intérieur. Et aussi il y a une relaxation aussi au niveau du corps. Et pour que le corps se relaxe de toutes les tensions qu'il a accumulées pendant la journée et qu'il se mette vraiment en phase de sommeil, il y a aussi une ouverture par la prise de dimethyltryptamine qui est générée donc naturellement par le cerveau, hein, oui, oui. Et chez tous les animaux, chez tous les êtres vivants. Et on retrouve de la DMT dans toutes les plantes, il faut le savoir. Hein. La seule différence avec la psilocybine, c'est qu'il y a une plus forte concentration de cette molécule, mais sinon toutes les plantes contiennent de la DMT et tous les animaux aussi sécrètent de la DMT. C'est vraiment naturel. D'accord. Et donc pour que le corps se relaxe, il y a aussi une ouverture du chakra du cœur. Ouais. Donc ce qui permet de détendre la poitrine et de rentrer en phase de sommeil. Donc en fait, quand les champignons sont pris,
dans la partie éveillée de notre journée, on va dire. Enfin, éveillé, c'est un grand mot, mais enfin, on va dire qu'on croit qu'on est éveillé. On a en fait une ouverture du chakra du cœur et de la glande pinéale qui est provoquée en dehors des phases de sommeil. Et donc, on est en pleine conscience, puisqu'on ne dort pas, mais on a les portes qui s'ouvrent. Et donc, on va pouvoir explorer différentes choses. Mais il y a une intelligence derrière cela. Alors, je ne parle pas forcément de l'intelligence de la plante elle-même, je parle de l'intelligence universelle qui profite en fait de l'ouverture de ces chakras, de cette connexion, pour essayer de communiquer un maximum d'informations, parce qu'on est dans une période où l'être incarné est réceptif. Il monte sur une vibration qui est plus haute, ses chakras sont mieux ouverts, et il va pouvoir aller capter de l'information, voire passer des portails qui vont l'emmener dans des mondes spirituels où il va passer en dehors de ce qu'on appelle la matrice. On va juste faire une parenthèse pour les personnes qui ne sont pas au courant. Qu'est-ce que la matrice, brièvement ? Il y a plusieurs interprétations de ce qu'est la matrice. Il y a des gens qui croient que la matrice est artificielle et qu'elle est là pour uniquement nous embêter et nous maintenir prisonniers. Je ne crois pas en cette version. Moi, je pense que la matrice, elle est naturelle, elle existe. C'est un monde holographique, multidimensionnel, dans lequel on expérimente toutes sortes d'expériences, comme là, celle qu'on est en train de faire sur Terre. Mais il y a une séparation entre l'hologramme et le monde, si je peux dire, un peu plus réel, en fait, on va dire primordial, puisque nous, ici, on vit les effets, mais de l'autre côté, il y a un monde causal qui crée, en fait, ce qu'on va voir à l'intérieur de la matrice, et les expériences vont être appropriées pour chacun par rapport à sa propre évolution. Et dans ce sens-là, ces plantes qui sont sur Terre n'ont pas été mises là par hasard. Ces savoirs ne sont pas utilisés depuis des milliers d'années pour éveiller tout un tas de gens. Et au début, quand j'ai commencé en fait mes expériences chamaniques, je ne le savais pas. Je pensais que c'était une voie qui était complètement isolée en fait du monde chrétien occidental. Or, mes recherches m'ont prouvé que non, c'est pas du tout inconnu des civilisations occidentales, c'est même très très bien connu et très bien caché, puisque c'est caché à la face de tout le monde, puisque le Vatican recèle énormément de représentations, à la fois de la glande pinéale. Il y a une grosse statue qui représente la pomme de pin, qui est le symbole de la glande pinéale sur la place du Vatican. Mais il y a plein d'autres objets, symboles qui correspondent aux champignons. Et donc j'ai fait un article sur ça qui s'appelle « Dieu, Jésus, les religions, on a raté le message », dans lequel j'explique cela et je montre les preuves de ça. Je montre les photos de Jésus en train de méditer, de Jésus avec des champignons autour de lui, plein de photos de Jésus avec le symbole du caducée, la glande pinéale, des champignons. On voit même des champignons qui sont dans des cathédrales en France, dans les vitraux. On a tout un tas de preuves du fait qu'il y a énormément de références aux champignons, et selon les couleurs même dans certaines peintures, parce qu'il faut savoir que les peintres étaient des initiés, enfin les grands peintres même aujourd'hui sont des initiés et continuent de cacher à l'intérieur de leur tableau des codes. C'est des communications pour le futur et pour aussi ceux qui savent le lire. Dans les contes aussi, on voit beaucoup de champignons. Ouais, dans les contes aussi. Alors il y a même les habits des évêques et des papes, etc., sont en forme de champignons. Il y a 2 fontaines sur la place du Vatican, sur la place principale. Les 2 fontaines sont en forme de champignons. En fait, il y a une tonne de preuves. Ceux qui veulent aller regardez l'article qui est sur Stop Mensonge dans la rubrique spiritualité, ou tapez champignons, vous allez le trouver dans le moteur de recherche de Stop Mensonge. Il y a des Américains qui ont passé des dizaines et des dizaines d'années à faire des investigations, écrire des bouquins entiers sur la relation entre le Vatican et les champignons. Je vais vous lire un passage que j'ai rajouté dans l'article. En 1970, John Allegro, le spécialiste des parchemins de la mer Morte, a utilisé sa connaissance experte des langues anciennes pour démontrer des références cachées aux champignons Amanita muscaria dans la Bible.
L'ouvrage d'Allegro n'a pas été bien accueilli par l'établissement franc-maçonnique qui dépendait de la suppression des connaissances historiques pour garder leurs secrets en sécurité. Le magazine Time a qualifié le livre d'Allegro sur le sujet comme les ravages psychédéliques d'un culte hippie. Lorsque les adversaires recourent à l'appel d'insultes, c'est généralement un signe qu'ils ont perdu l'argument et que l'art de l'Église chrétienne montre que les chefs d'Église savaient déjà ce qu'Allegro avait si bien démontré. Laurent Freeman, on marque une pause, on revient dans quelques instants. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de notre invité Laurent Freeman pour parler de chamanisme. Alors justement, il y avait un article qui est paru dans Life Magazine qui relate la redécouverte des champignons et l'utilisation de champignons entre guillemets hallucinogènes dans un village indien de l'État du Mexique. C'était en juin 1955. Je ne connais pas. Mais... Bon, c'était juste pour en parler. Donc il y a plein de preuves en fait que en fait le Vatican est très 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 bien au courant de cette voie en fait de libération spirituelle, parce que le problème qu'ils ont, c'est que la religion, c'est quoi ? La religion, c'est un intermédiaire entre chacun d'entre nous et Dieu. La spiritualité, il n'y a pas de middleman, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toi et Dieu direct. On est connecté directement, oui. C'est direct. Donc ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas du tout. Donc c'est quelque chose qui cache, et on comprend pourquoi il le cache vu le nombre de fois que Jésus est décrit avec des champignons autour de lui. Et il y a même un passage dans la Bible où il est dit qu'en fait Jésus, avant d'aller parler à son père, buvait un thé, une concoction. Mais au vu du nombre d'éléments qu'on a en notre possession qui montrent la corrélation entre le Vatican, Jésus et les champignons, on peut se demander, mais son thé, il était à quoi ? Ouais, bien sûr. Alors, pour ceux qui disent oui, mais on peut arriver au même résultat sans les champignons, je suis entièrement d'accord. Si vous voulez en fait prendre cette voie et chacun suit sa propre voie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Il y a plein de façons d'arriver au chemin, et le champignon n'est que un des nombreux outils. Tout comme la méditation, mais bon, c'est des outils quand même qui sont assez prépondérants partout dans toutes les civilisations quand on parle d'ascension et d'illumination et d'avancée spirituelle quand même. La méditation, on a du mal à passer à travers, mais ça reste quand même des outils. Il y a des gens qui connaissent l'illumination après un accident de voiture lors d'une expérience de mort imminente. Pourquoi pas ? Ils n'ont pas pris ni champignons, mais ils n'ont pas fait de méditation non plus. Donc il y a pas de jugement. Mais c'est une possibilité. On va dire disons que la plupart des gens qui se sont éveillés, mis à part des accidents qui n'en sont pas, parce qu'il n'y a pas de coïncidence, mais disons qu'ils se sont pas éveillés brutalement et qui ont fait en fait un parcours en fait un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas je vais me méditer pendant 20 ans dans une grotte pour trouver l'illumination, et c'est pas non plus je ne fais rien et je vis ma vie comme ça et advienne que pourra, et si j'ai un accident tant mieux pour moi, je connaîtrai l'illumination. Non, c'est un chemin entre les deux qui est un mode actif de recherche de la connexion spirituelle qu'on recherche dans ce chemin, quoi. Voilà.
Après, ce qu'on voit pendant les expériences, donc pour répondre à ta question, c'est vraiment différent à chaque fois et pour chaque personne. Alors, on a l'habitude de dire, ceux qui sont expérimentés dans ces pratiques, on a l'habitude de dire, tu peux émettre une intention avant la cérémonie pour émettre l'intention, parce que voilà, pour émettre l'intention de ce que tu veux découvrir, savoir, expérimenter. Mais l'expérience ne va pas être là pour te donner ce que tu veux. Elle va être là pour donner ce que tu as besoin. Et des fois, entre ce que tu as besoin et ce que tu veux dans ton mental, il y a c'est même pas des fois, c'est 99% du temps, il y a une énorme différence. Donc, si ta requête c'est de dire je veux accéder à tel ou tel monde, voir telle et telle chose, etc., mais que à l'intérieur de toi il y a plein de personnes que t'as pas pardonné, que tu t'es pas pardonné de ton passé, etc., ça va te faire remonter des trucs que t'as pas envie de voir, mais ça va te le faire pour ton bien. Ah ouais. Donc, en ce sens, il y a un vrai nettoyage qui est fait par la plante qui va te forcer à affronter en fait ce que tu ne veux pas affronter, ce que tu as peur d'affronter. Mais ça va être en même temps une énorme purge, une énorme libération d'un poids. Donc, ça va être difficile sur le moment et extatique après parce qu'on sent qu'on a vraiment perdu quelque chose de lourd qui nous pesait depuis des années, etc., et que c'est parti, c'est vraiment lâché, quoi. J'ai fait plusieurs émissions avec différents intervenants qui me parlaient de sorties astrales, mais qu'en sortant dans l'astral, ils accédaient à des dimensions, un astral tangible, on va dire, comme là en ce moment, on est dans le monde physique tangible, puisqu'on est tous ensemble, on communique tous ensemble. Est-ce que justement... Pas que dans le monde physique tangible. Oui. On est partout en même temps, mais sauf qu'on n'en a pas conscience jusqu'à l'éveil. Mais est-ce qu'on a accès avec ces champignons? Est-ce qu'on a accès, on va essayer de se simplifier pour que les gens comprennent, est-ce qu'on a accès justement à ces univers? Oui. Ça ouvre les portes. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la porte est ouverte que tu vas pouvoir la passer. Oui. D'accord. C'est ça le problème. L'action en fait de libération en fait de la diméthyltryptamine va en fait ouvrir le canal. Il va ouvrir le canal vertical qui part du sommet, plus haut que le sommet du crâne, mais qui est physiquement sur le sommet du crâne, sur le corps physique, et qui va descendre jusqu'au chakra racine, qui est tout en bas. Donc c'est comme un énorme courant d'énergie qu'on appelle la Kundalini qui va circuler à l'intérieur. Donc soit la personne est loin en fait d'avoir atteint le niveau nécessaire spirituellement pour pouvoir activer sa Kundalini, et là ça va être violent, c'est-à-dire que ça va mettre en exergue à l'intérieur de ton corps les parties qui ne sont pas soignées encore et que tu as besoin de lâcher ou qui ne sont pas encore soignées, que tu as besoin de libérer. Et ça va être comme un feu qui va te traverser et qui va tout faire ressortir, tout ce qui n'est pas droit. Voilà. Donc, c'est pas un truc récréatif à faire un samedi soir entre copains, etc. Oui, je me doute, oui. Ça se fait avec des personnes expérimentées dans un cadre et une intention qui sont en harmonie et dans un but d'élévation spirituelle. Sinon, si tu respectes pas la plante, tu risques effectivement d'avoir un retour de bâton. Mais quand c'est fait dans les bonnes conditions, ça aide énormément de gens. Moi, j'ai vu des gens sortir de dépression profonde, de régler des problèmes qui n'étaient pas réglés depuis 10 ans. J'ai un ancien voisin, la première fois qu'on a en fait pris les champignons ensemble, ça a été très très difficile pour lui. Il a eu des moments de très grande libération, de douleur, de souffrance, d'émotion. Et le lendemain, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, avant que je vienne te demander en fait de prendre des champignons avec moi, j'étais dans mon garage avec un pistolet à la main et j'étais en train de me demander si j'allais pas me mettre une balle dans la tête, et j'ai vu ce paquet de champignons sur le rebord qui était là et il s'est dit, tiens, je vais aller. Enfin, il y a une voie qui l'a guidé pour aller pour aller faire cette expérience. Ouais. Et il était sous médication. D'antidépresseurs depuis des années. Sa femme était sous médication aussi d'antidépresseurs depuis des années. Il a été instantanément guéri. Il a instantanément arrêté toutes les médications.
Alors ça aussi, il y a énormément de preuves et il y a aussi des études scientifiques publiées. Alors, c'est difficile des fois d'avoir des preuves quand il s'agit de sujets aussi sensibles que ça. Mais là, on en a quelques-unes quand même qui sont en fait étalées dans les circuits, on va dire, scientifiques traditionnels mainstream. Ouais. Et donc ces études montrent qu'il y a des résultats qui sont énormes en matière de traitement de la dépression avec la prise de psilocybine. Et c'est très rapide. C'est très rapide. En une prise ou en quelques prises. Mais une question qui me vient à l'esprit, moi je suis en relation régulièrement avec des gens qui font des NDE, qui sont en phase de mourir, on va dire ça comme ça, et finalement tout se passe bien. Et nous, on se pose toujours des questions incroyables ici, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Et visiblement... c'est la programmation. Oui, voilà. Parce que les gens qui font les NDE, qui partent de l'autre côté, ils n'ont aucun problème. Moi, j'en connais aucun. Alors, justement, pour continuer dans cette... Merci de me poser la question, c'est très intéressant cette remarque parce qu'on va parler d'un truc important. Les portes sont ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'on les passe comme on veut. Je continue là-dessus. La porte qui sépare en fait le monde qu'on connaît ici et le monde spirituel qui est en dehors de la matrice, quand tu la traverses, tu as la sensation de mourir. Ouais. Tu as un total abandon de ton identité et de toute ta personne. C'est-à-dire que tu lâches prise totalement. C'est comme plonger à l'intérieur de son corps et savoir que ça y est, tu pars. Tu donnes ton accord. Ouais. Tu lâches tout. Tu ne sais pas si tu vas revenir. Tu pars. Ouais. Et en fait, cette porte, elle est traversée à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à traverser cette porte-là. Moi, je l'ai à la fois traversé des dizaines et des dizaines de fois, et j'ai à la fois vu d'autres personnes dans les groupes le traverser des centaines de fois, puisque les expériences qui sont rapportées après corroborent les miennes que j'ai expérimentées. Donc, on sait quand une personne a traversé certaines portes, entre autres cette porte-là qui est importante. D'accord. Donc, c'est tout à fait normal que ceux qui vivent des expériences de mort imminente vivent ça, puisqu'il y a une forte relâchement de diméthyltryptamine lors de la mort du corps physique. Donc, quand il y a des expériences comme ça qui sont très très fortes, même s'il n'y a pas une vraie mort physique, parce que le cordon d'argent est toujours attaché, il y a une grosse libération de diméthyltryptamine. Et donc, la porte est ouverte, et c'est là que on peut traverser. Alors, soit on peut passer par différents mondes, on va dire étapes, ou soit on peut remonter directement jusque tout en haut, c'est-à-dire jusqu'à la source. Après, c'est ce que les Indiens, dans le sanskrit, appellent le samadhi. C'est cet état de conscience où tout est un et en fait où tu es connecté à l'ensemble de l'univers et que tu es dans un amour inconditionnel et une connaissance infinie totale. En dehors de tout espace et de temps. C'est ce que Nicole Dron nous expliquait, qu'elle était... Tout en étant elle a dit, j'ai jamais perdu un seul instant le fait que je suis moi, Nicole, mais en étant moi, j'étais aussi le tout. Oui, parce qu'en fait, notre vraie, on va dire, identité, c'est observateur. Voilà, c'est ça notre vraie identité. On n'a pas de nom, on observe, et par nous, ça passe aussi une co-création, mais on peut être dans différents modes, mais en fait, quand tu remontes, on est plusieurs choses à la fois. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. Et ça, c'est un gros problème avec la culture occidentale qui est basée, enfin même mondiale maintenant, qui est basée sur le mode binaire où il faut choisir. Est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est noir ? Eh ben non, désolé, ça marche pas comme ça. Dans la nature, dans l'univers et dans toute la conscience, ça marche pas comme ça. C'est pas binaire. C'est tétravalent, c'est-à-dire qu'on a à la fois la possibilité que ça soit blanc, à la fois la possibilité que ça soit noir, à la fois que ça soit la possibilité que ça soit et blanc et noir, et à la fois la possibilité que ça soit ni blanc ni noir. Il y a 4 possibilités toujours, dans toute chose. Et c'est ce que maintenant les physiciens quantiques admettent, et c'est pour ça que maintenant ils font des travaux sur les créations d'ordinateurs intelligence artificielle en mode tétravalent et non pas en mode binaire. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Donc à la question de savoir est-ce que je suis ça ou est-ce que je suis ça, c'est pas ça la question. Le problème, c'est
la clé de compréhension que le monde ne fonctionne pas en système binaire. Vous êtes à la fois ça, et à la fois ça, et à la fois autre chose, et à la fois autre chose, et à la fois autre chose. Et c'est des consciences imbriquées dans des consciences, et à la fin, c'est tout. Ouais. Donc, on est ça. Voilà. Et on est tout à la fois. Mais il y a un point d'observation qui se déplace. Ouais. Et quand tu montes, en fait, tout en haut de la source, tu t'aperçois que ton point d'observation, tu peux le fusionner avec l'ensemble. Et à n'importe quel moment, tu peux revenir en tant qu'observateur dans ton point d'observation, tout en étant dans l'ensemble, mais en étant aussi toi-même. C'est une question de point de vue, finalement. Hein. Oui, mais ça se fait automatiquement. Oui, c'est-à-dire que tu y penses, tu deviens la source. Oui. Et tu deviens tout ce qui est. Tu repenses à ta propre point d'observation et tu redeviens le point d'observation voyant la source. D'accord. Mais c'est un peu comme ceux qui font les remote viewing et qui disent je vois en tant qu'observateur ou je deviens la scène. Mais c'est logique. Tu peux faire les deux. Ouais. Mais quand par exemple, alors c'est peut-être une forme de, enfin moi je le fais, hein, mais naturellement, je suis dans mon jardin, je m'assois sur une chaise et puis je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. À un moment donné, si on lâche prise, on s'aperçoit qu'on fait partie du tout. On s'en aperçoit. C'est ça. Ça peut se travailler en méditation. C'est ce que font les moines bouddhistes quand ils veulent ascensionner. Ouais. Ils se concentrent dans leur méditation sur le fait qu'ils sont toute chose. Oui. Que toute chose est eux et que nous sommes un. Et que tout est un. Et c'est une fois arrivés à la conscience que nous sommes un, que là, ils ont passé le cap et qui deviennent en fait illuminés. En fait. Finalement, tout ce qui nous sépare de ce point de vue, quelque part, c'est tout ce brouhaha qui est autour de nous, c'est la télévision, c'est la politique, c'est toutes ces choses qui nous éloignent de tout ça. Oui. Et puis toute cette programmation qu'il faut apprendre à identifier parce qu'il n'y a pas pire programmation que celle qu'on voit pas. C'est des programmes qui sont cachés mais qui perdent en fait de leur efficacité une fois qu'ils ont été identifiés en tant que programme. Cachés où et comment ? À la vue de tout le monde. Comme par exemple dans le mot plante hallucinogène. Film de science-fiction, ou tous ces mots accolés qui veulent rien dire. Science-fiction, soit c'est de la science, soit c'est de la fiction. Ça peut pas être les deux. Pourquoi ils accolent deux mots qui sont totalement opposés ? Oui, puis aussi on vit qu'une fois, des choses comme ça, quoi, qui sont dites, récitées. Est-ce que tu imagines que les académiciens aient appelé cette plante champignon élévateur de conscience au lieu de champignon hallucinogène ? Bien, oui, ça change tout. C'est évident. Alors eux, ils ont gardé en fait des secrets dans l'école des mystères qui avaient été en fait au départ étaient bénéfiques, mais qui ont été pervertis. Et en fait, ils font en fait des pratiques aussi pas tout à fait similaires, mais il y a quand même des similarités dans le sens où dans les deux cas en fait, quand tu veux passer, tu es obligé d'avoir cette perte de l'ego, de l'identité. C'est vraiment le symbole de la crucifixion, mais de la crucifixion non pas de l'être de chair, mais de l'ego, pour qu'il ressuscite en tant qu'être divin incarné sur Terre, complètement présent. Laurent Freeman, on marque une pause, on revient dans quelques instants. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de notre invité Laurent Freeman pour parler de chamanisme. On pourra rappeler ce qu'est l'école du mystère ? L'école des mystères, c'est en fait toutes les écoles qui ont transmis les secrets qui avaient été donnés par des civilisations très anciennes, bénéfiques d'ailleurs, et qui avaient été donnés, mais pas à n'importe qui, n'importe comment. Donc il y avait une sorte d'initiation, des stages d'initiation, on va dire, qui permettaient d'accéder niveau par niveau à aller vers cette illumination. Mais après, ça a été perverti et en fait, eux, ils ont utilisé ça en tant que... alors, vous pouvez penser à magie blanche, magie noire. On est aussi là-dedans. Ouais. Donc, les principes spirituels élévateurs qui ont été donnés par Jésus, Bouddha, au tout début de l'école des mystères, aussi par Thoth et d'autres, qui ont été repris après par Pythagore, chez les Grecs,
Il y a des enseignements qui sont bons, mais à l'intérieur, il y a eu des perversions qui ont été faites. Et ça a mené à des sociétés secrètes où, par exemple, les initiations pour pouvoir en fait accéder à ces niveaux de conscience supérieure, ça passait par la torture, par l'humiliation, par le fait d'enterrer quelqu'un pendant 3 jours sous terre, et puis si au bout de 3 jours il est toujours vivant, c'est qu'il a bien réussi sa méditation. des trucs un peu à la spartiate, on va dire. Ou alors il y a des initiations aussi où on donne un bol de poison à boire à l'initié, et puis s'il survit à ça, c'est qu'il a réussi à transmuter en fait le poison qu'on lui a présenté, et qu'il a réussi à le transmuter par la conscience et à faire en sorte qu'il n'en meure pas. Donc c'est soit il passe le test, il est vivant, soit il passe pas le test, il est mort. Donc eux ils sont partis sur des trucs comme ça. Mais il y a d'autres. Ça c'est la voie négative. C'est la voie du service à soi. C'est la voie négative. Après il y a des voies positives qui ont été données par des enseignements qui ont aussi été pervertis par la suite. Mais on peut voir à l'intérieur quand même le message originel qui a été transmis par Jésus, par Bouddha, par Krishna et par d'autres, et s'intéresser aux autres, parce que justement il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ces initiations, qui sont arrivés à ces niveaux de conscience et qui n'ont pas été aussi exposés, on va dire, médiatiquement comme l'ont été Jésus ou Bouddha. Et donc certains enseignements sont plus purs que d'autres. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que les enseignements ne viennent pas que d'un passé lointain. Les enseignements continuent d'arriver en permanence. Donc il y a énormément aujourd'hui de gens incarnés sur Terre, ou de gens qui channelent de l'information, ou qui sont en pleine conscience, j'en connais quelques-uns, qui ramènent en fait sur Terre des enseignements purs. Il faut chercher, il faut démêler le vrai du faux. C'est un peu ce que je fais depuis que j'ai monté Stop Mensonge. Mais pour Monsieur Tout le Monde, il faut avoir du recul quand même. C'est ça le problème. Oui, mais alors après, croire qu'on va avancer sur son chemin spirituel en lisant des bouquins et en regardant des vidéos, il y a un moment, faut être sérieux, quoi. Il y a effectivement des choses qui sont intéressantes à collecter en tant qu'information, et c'est ce que j'ai fait. Mais il y a un moment, faut s'y mettre. Un chemin spirituel, effectivement, oui, tu vas affronter toutes tes peurs, y compris la peur de la mort. Donc ça, oui. Donc si t'es pas prêt, tu l'admets. Mais si t'y vas, il y a pas de retour en arrière. Quand t'es parti, c'est une fois que tu commences à avoir toi-même les preuves qui te sont apportées par ta propre expérimentation, que ce soit avec des séances chamaniques, que ce soit avec tes méditations, que ce soit par des expériences de mort imminente ou autre, et que tu as les preuves pour toi, mais que tu ne peux pas apporter aux autres. Mais tu n'es pas là pour donner les preuves aux autres. Tu es là pour ton propre chemin spirituel. Donc une fois que tu as tes propres preuves et que tu es sur le chemin, alors au début, avant d'avoir les preuves, il faut quand même avoir un minimum de foi, parce que tu vas pas. C'est-à-dire que c'est pas en attendant que les preuves vont arriver et que finalement ça va te donner la foi. Non, c'est parce que tu as la foi que tu vas aller chercher les preuves. Et que derrière ça va confirmer ta foi, mais c'est pas dans l'autre sens, si tu veux. Donc oui, une fois que tu as démarré et que tu atteins ton petit niveau, quel qu'il soit, et quelle que soit l'expérience de confirmation que tu vis à l'intérieur de toi, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu sais que c'est vrai, et tu l'as expérimenté, tu sais. Et donc, t'y vas parce que tu comprends enfin les enseignements qui ont été pervertis. Et moi, c'est ce que j'ai dit dans l'article au début. Moi, quand j'étais jeune, j'étais élevé dans un environnement catholique, et j'ai tout rejeté en bloc après quand j'étais en âge un peu plus âgé, pour comprendre que moi, le Dieu vengeur, etc., qui donne des ordres, mais qui dit ça colle pas. C'est certain. Donc j'avais tout rejeté d'un bloc, si tu veux. Bien sûr. Mais c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils programment dans les gens, en mettant des religions aussi perverties que les religions le sont à l'heure actuelle. Alors il y a des bonnes choses, encore une fois, dans les religions, et il y a des gens qui trouvent leur chemin à travers la religion. Ça, je le nie pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme moi, on va dire échaudés par la religion, et qui rejettent tout d'un bloc, et du coup ça fait des gens qui sont complètement endormis et qui sont pas en phase d'éveil, quoi. Parce que si tu veux te réveiller, il faut te retourner vers toi, et te retourner vers toi, c'est te retourner vers Dieu. Ah mais moi j'ai tout rejeté d'un bloc. J'avais 8 ans, pas plus. J'ai tout rejeté d'un bloc, et je me suis dit tout ça c'est de la foutaise, et je me suis dit il y a quelque chose, je vais le découvrir. Voilà, c'est tout. J'avais 8 ans. Ouais.
Donc, je savais qu'il y avait autre chose au-delà des religions, et je savais que les religions, en aucun cas, répondraient à mes questions. Au contraire. Mais alors, il y a un truc en France quand même qui est très atypique, très particulier, c'est qu'il y a vraiment... on le voit dans plusieurs domaines. C'est vraiment très contrôlé, la France. Le contrôle mental qu'il y a eu pour les Français, en particulier dans la langue française et avec l'institution maçonnique qui est derrière, ça a été vraiment très très dur en programmation. Et je dis ça parce que aux États-Unis, il n'y a aucun problème à trouver des vidéos d'artistes, de gens de célébrités qui ont été au Pérou prendre de l'ayahuasca ou des champignons ou qui font des cérémonies et qui en parlent ouvertement et qui disent ce qu'ils ont vécu. Comme par exemple, là récemment j'ai vu un documentaire avec Michelle Rodriguez, l'actrice américaine là, qui joue dans plein de films comme Avatar ou autres. Elle joue aussi dans Fast and Furious. Elle est face caméra, elle prend ce que les Français appellent des plantes hallucinogènes et il y a plein de chefs d'entreprise, c'est tous les niveaux sociaux, c'est des politiciens, des écrivains. Graham Hancock, il a fait, je crois, 8 séances d'ayahuasca ou 10 séances d'ayahuasca. Voilà, ça veut pas dire que il va en avoir besoin après pour la suite de son chemin. Ça peut être juste une aide ponctuelle pour répondre à certaines questions, pour activer certaines choses en lui qui vont lui permettre d'accéder au reste. Et continuer le reste du chemin sans avoir à prendre aucun champignon, aucune ayahuasca, etc. Il y a la majorité en fait des gens qui font en fait ces séances chamaniques, ils s'arrêtent au bout en général de 3, 4 fois, des fois 10 fois, mais c'est pas tout le monde qui régulièrement, tout le temps, continue dans l'expérimentation de pousser les limites de la conscience et du réveil spirituel, quoi. Mais il y en a de plus en plus. Chez nous, il y avait la présidente, il me semble, de Alliance France, Evelyne Sarah-Mercier, qui avait fait ce genre d'expérience. C'est possible. Ouais. Mais en tout cas, j'ai jamais vu d'expérience négative dans le sens où on pourrait se l'imaginer. Chaque expérience, y compris celles qui sont plus ou moins douloureuses, était très très bénéfique. Et pour vous donner une idée, j'ai dû voir en tout peut-être 1000 personnes sur 5 ans, peut-être pas 1000, mais enfin peut-être 500, on va dire, avec qui j'ai pu interagir, pas forcément créer des liens, mais j'ai jamais, je dirais que j'ai dû voir peut-être 2-3% de cas où c'était un passage difficile. Mais ceux qui ont eu ce passage difficile, après coup, ils étaient vraiment contents d'avoir passé ça, vraiment libérés. Finalement, c'est comme moi avec les expérienceurs de NDE, j'ai eu en 25 ans, aucun témoignage négatif, au contraire. Donc voilà, après faites votre choix, croyez soit les francs-maçons et les psychiatres et les gouvernements et l'Académie française, voilà, ou soit expérimentez et voyez par vous-même ce qu'il en est, quoi. Et attention, ne faites pas n'importe comment, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Alors quels sont les véritables objectifs d'un chaman ? Les objectifs d'un chaman, c'est de partager l'information. Alors l'information, que ce soit sous la forme de médecine par des plantes, parce que c'est pas forcément que des prises de plantes qui vont nous mettre dans des états de conscience avancés. Le chamanisme, c'est aussi de savoir aussi interagir et communiquer avec quelles sont les plantes, quels sont les minéraux qui vont être utilisés, quelles sont les techniques de vision, de soins énergétiques qui vont être utilisées, etc. Donc voilà, c'est des gens plus éveillés, on va dire, et qui ont des interactions avec les différents royaumes, que ce soit animal, végétal, minéral, spirituel. Alors on dit que le champignon ou la plante utilisée nous emmène dans le plan vibratoire correspondant à la plante ou au champignon, c'est vrai ? Non, je suis pas d'accord avec ça. Je le vois vraiment comme une ouverture de porte. Là où ça emmène la personne, ça va être en fonction de sa vibration et de ce qu'elle a besoin par rapport à sa propre évolution spirituelle. C'est-à-dire que la façon dont je le vois, je vois en fait l'esprit supérieur qui se dit « Ah chouette, les portes sont ouvertes, on va pouvoir travailler plus efficacement. Je vais régler ci, je vais régler ça physiquement, énergétiquement, etc. » Des fois, ça peut faire bobo. Je vais faire ressortir ci, je vais faire ressortir ça. Je vais l'emmener à comprendre ci, à comprendre ça. C'est comme une petite visite guidée en fait, mais qui correspond vraiment à l'état
d'avancée spirituelle là où la personne en est. Donc les mêmes champignons vont provoquer des effets totalement différents chez chaque participant. Par contre, il peut y avoir des lieux qui vont être visités, qui vont être identiques si deux personnes dans le groupe sont sur à peu près le même taux vibratoire et décident de passer le même portail. Là, ils vont se retrouver dans le même endroit. Bien sûr. Alors après, encore avec des expériences différentes, mais quand même dans la description, on comprend que c'est le même endroit. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment le même endroit. Si on peut appeler ça un endroit. Ouais. C'est comme ici, hein. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser ces plantes ou ces champignons ? Alors, moi, j'ai pas connu d'accident. J'ai pas non plus lu d'accident. Et sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, j'en ai pas vu. Je ne pense pas que ça soit dangereux. Je pense que c'est dangereux pour l'ego. Donc oui, effectivement, pour ça c'est dangereux, ouais. Je pense que c'est dangereux pour l'État. Je pense que c'est dangereux pour les gouvernements qui sont derrière les gouvernements, les vrais gouvernements. Ça, oui. Je pense que rien n'est dangereux. J'ai traversé tellement de fois en fait cette porte dont on parlait tout à l'heure. Que la peur de mourir n'existe pas, n'existe plus. Elle a aucune résonance, Ouais. Donc, qu'est-ce qui est dangereux, monsieur ? Quelle est ta définition de dangereux ? Bah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai fait une émission il y a quelques jours avec une personne, une intervenante, qui me disait attention, c'est très dangereux d'aller dans l'astral, c'est très. Alors je lui ai répondu, vous savez, c'est très dangereux aussi de prendre sa voiture et d'aller faire ses courses au supermarché du coin. Oui, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus dangereuses que de prendre des champignons. Je veux dire, oui. Prendre des médicaments. Vous avez une prescription médicale pour je sais pas, pour du diabète ou vous prenez des vaccins ou n'importe quoi. C'est 100 fois plus dangereux que n'importe quelle prise de champignons. Si tu compares le nombre, c'est pas comparable parce que on n'a pas les statistiques. Et on n'a pas les statistiques parce que évidemment qu'il faut pas les statistiques. Il faut surtout pas en parler. Et c'est pour ça que je te remercie encore d'avoir ouvert ce sujet pour l'audience francophone parce que c'est vraiment un sujet tabou et je conseille à toutes les personnes qui regardent cette émission de l'enregistrer au cas où parce que c'est vraiment un sujet tabou quoi. De toute façon, toute chose, que ce soit ici ou ailleurs, toute chose doit être faite en conscience. Oui. Le danger, c'est de mélanger en fait plusieurs drogues différentes dans un endroit festif avec des amis et de l'alcool. Ça c'est dangereux. Et puis derrière de prendre le volant ou de faire ça sur le bord d'une falaise. Quoi. Ça c'est extrêmement dangereux. Voilà, tu te mets dans un environnement qui est calme, serein, dans lequel t'es pas embêté, avec de la bonne musique, de l'encens, une musique qui vibratoirement va t'élever. T'écoutes pas du heavy metal. T'écoutes pas des trucs comme ça et il y a une intention qui est derrière, il y a un chaman expérimenté un ou plusieurs qui sont là pour guider. Alors après les gens vont dire oui mais je connais pas de chaman. Ah non mais quand tu cherches tu trouves. Quand tu veux les choses se présentent à toi. C'est des synchronicités qui vont arriver. À partir du moment où tu déclares vraiment l'intention, t'inquiète pas que le chaman tu vas le trouver, l'occasion tu vas la trouver. Et il y a des chamans en France même, j'en connais. Oui. Voilà. Qui sont même médecins en plus. Hein. Ouais. Moi, j'ai des personnes tellement conscientes de l'importance de cette plante dans une utilisation adéquate, qui sont actuellement, qui en font pousser et les distribuent gratuitement. Mais ils les distribuent gratuitement uniquement à des personnes qui ont un état de conscience suffisamment élevé pour ne pas l'utiliser et ne pas la distribuer n'importe comment. Laurent Freeman, on marque une pause, on revient dans quelques instants. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de notre invité Laurent Freeman pour parler de chamanisme. Alors justement, je suppose que si on n'est pas chaman, averti, il faut être initié, voire accompagné, enfin se faire guider. Oui. Alors
Voilà, moi maintenant je mène des cérémonies, mais c'est parce que j'en ai fait beaucoup. Et après, c'est vrai que au début, il y a besoin d'être initié, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Quelles sont les différentes phases que les gens peuvent avoir. Est-ce qu'il faut interagir avec eux et les aider si on voit qu'il y a une peine qui est en train de se libérer ou pas, ou est-ce qu'il faut les laisser justement exprimer cette peine jusqu'au bout et juste leur envoyer de la compassion. Donc il y a tout un tas de choses en fait à comprendre. Et après, c'est aussi intuitif parce que plus tu es connecté, plus tu sais, plus tu deviens en fait cette personne éveillée et donc le chaman, en accord avec les définitions qui est données sur Wikipédia. Donc, c'est chercher le chaman d'abord extérieur qui va vous initier afin de pouvoir un jour trouver le chaman qui est en vous. D'accord. C'est une chaîne d'entraide pour ouvrir en fait le cœur, faire comprendre des principes spirituels, montrer en fait l'envers du décor. Parce que le problème sur Terre, c'est que on a, quand je dis on, c'est la population en général, les 99,99% qui n'ont pas en fait cette connexion spirituelle établie vraiment de façon claire et nette. On est comme des fourmis sur Terre en train de regarder la Lune et on voit en fait juste une face de la réalité. On voit juste une face de la Lune. Et le mental, avec une toute petite partie de l'information qui est donc tronquée, va essayer d'échafauder un plan pour essayer de comprendre et de se projeter dans l'avenir pour savoir comment ça fonctionne et ce qu'on va faire. Mais c'est un truc hallucinant. Alors que quand tu passes de l'autre côté, si tu veux, tu as la vision totale et tu as la compréhension des causes et des effets. Et tu comprends la balance extraordinairement équilibrée et parfaite qu'est la conscience universelle. C'est une magnificence de beauté, d'amour et d'intelligence. Et quand tu es là, tu as un abandon total de tes peurs, de tes systèmes de croyances, de tous tes systèmes de croyances, de ton identité, de ton tout. Tu lâches tout et tu es témoin de la majesté de la création et de la majesté aussi dans toutes tes propres expériences, même les plus douloureuses, de la beauté, de l'amour qu'il y a derrière et du bienfait qui est donné derrière dans le causal et dont tu as juste expérimenté les effets. C'est ce que disait Nicole Dron, il y avait un ordre en tout. Il y a un ordre en tout. Et tant que les gens ne traversent pas peu importe le moyen qu'ils utilisent, aujourd'hui on parle de champignons, mais peu importe le moyen que vous utilisez, tant que les gens ne traversent pas et n'ont pas cette vision globale d'ensemble, ils seront dans l'illusion la plus totale, le délire le plus total, que ce soit à la fois sur la vie qui les entoure et à la fois sur leur propre identité et ce qu'ils sont vraiment. Parce que finalement, l'expérience ici, c'est pas un problème. On pourrait faire des choses magnifiques. C'est le fait qu'on ne soit plus connecté. Enfin, on est connecté, mais je veux dire qu'on n'ait plus conscience de la connexion avec la source. C'est ça le problème. Oui, c'est comme un tuyau en fait, et il y aurait un endroit du tuyau qui serait très fin en fait, et en mode on va dire un peu normal. Il y a un fin filet qui passe d'informations et d'énergie on va dire, et qui donne quelques intuitions par-ci par-là, quelques rêves aussi, quelques guidances de temps en temps, des voix aussi de temps en temps, mais le faisceau est très très faible et il va être activé dans certaines périodes où on va avoir une élévation plus élevée, etc. Comme par exemple quand on tombe amoureux ou des choses comme ça. Mais après, le problème, c'est que c'est les montagnes russes, parce que il y a tellement de programmation, il y a tellement de problèmes qui ont été apportés au niveau peine, souffrance, qui n'ont pas été évacués, les émotions, les énergies sexuelles, les énergies du chakra de la gorge, tout est tellement perturbé chez les gens sur Terre, et tout le système est fait pour garder les gens dans cette perturbation, pour qu'ils ne se connectent pas. Parce que s'ils étaient connectés, ils seraient réveillés. S'ils étaient réveillés, ils ne paieraient pas leurs impôts. Si on était connectés, si on avait conscience, ils n'iraient pas. Plus besoin de religion, plus besoin de politique, plus besoin, on serait autonome. Tu peux pas. Si t'es éveillé, c'est fini, game over. C'est ça. Le jeu est terminé, quoi.
en tout cas dans le jeu dualité, de te montrer en face toutes tes peurs, de te rajouter des peurs sur des peurs sur des peurs, des mensonges sur des mensonges, des couches. Il y a un moment quand tu te libères de tout ça et que tu passes de l'autre côté et que tu reviens, tu comprends en fait le bienfait de pourquoi on t'a pressurisé comme ça jusqu'à ce que tu éclates, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune partie de toi qui soit capable de se recoller pour que tu lâches tout et que tu puisses traverser. Ouais, c'est la grande libération à ce moment-là. Hein. C'est la grande libération. C'est la crucifixion de l'ego. C'est le papillon, c'est qui devient papillon. C'est ça. C'est la transmutation. Moi, je pars du principe que l'incarnation, on n'est pas là pour souffrir. On est là pour expérimenter des choses, et ça peut être des choses, ça peut être la musique, ça peut être les arts. On n'est pas là pour souffrir. Mais pour moi, il y a deux voies d'expérimentation. Ouais. C'est soit la sagesse et la pratique de la spiritualité, soit la souffrance. Parce que dans les deux cas, ça va amener sur le même chemin. On est tous dans le même chemin, qu'on le veuille ou non. On est tous sur un chemin spirituel. Vous pouvez avoir le meilleur rejet possible de Dieu, de aucune croyance de ce que vous voulez. Peu importe. Vous êtes dans un chemin spirituel et ça va vous amener au même point que n'importe qui, même le moine qui travaille pendant 20 ans sur sa méditation. Et ça va vous amener sur le même chemin, sauf que le chemin sera différent et votre expérimentation va être différente. Et les embûches qui vont être sur le chemin pour faire lâcher certains trucs qui sont obligés d'être lâchés pendant ce chemin, eh ben, ça peut être soit dans la douceur, soit dans la violence. Chacun choisit son chemin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre justement sur les champignons et les plantes qui accompagnent le chamanisme ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, terminer ? Moi, je pense qu'il faut recevoir l'appel. Il y a un moment dans son chemin spirituel, il faut être appelé. Si on ne le sent pas, on ne le sent pas. Il y a un moment où on le sent, on est appelé à le faire et on est dans une vraie démarche parce que c'est guidé par l'esprit supérieur. Et c'est là que ça va être vraiment le plus bénéfique possible. D'accord. C'est le conseil que je donnerais. Après, sur les plantes elles-mêmes, juste ne vous improvisez pas expert dans un domaine que vous connaissez pas, surtout au départ. Et puis faites des recherches sur les gens avec qui vous allez faire votre première expérience. Il faut qu'il vous soit recommandé. Quelques bonnes synchronicités, ça peut aider aussi à confirmer que ça va être la personne qui va vous aider. Et puis ne croyez personne, ni moi ni personne, et voyez par vous-même. Oui, mais quelque part, est-ce qu'on peut pas prendre les choses basiques d'ici, enfin l'information, pour justement essayer de faire un travail et puis ne pas prendre parti finalement, être carrément en recul, ne pas être vraiment concerné. Oui, disons que c'est bien qu'il y ait des. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des étapes. Chacun est à son niveau et chacun est parfait au niveau auquel il est, parce qu'on a chacun des choses différentes à apprendre et à partager. Et donc, oui, il y a des stades. Et pour arriver au stade de se mettre vraiment dans une recherche intérieure, et ça passe par des recherches extérieures d'informations et des étapes. Ouais. Donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que ça me force à continuer à faire ce travail d'éveil pour le plus grand nombre, en continuant à poster des articles qui sont pas forcément le domaine de prédilection que je suis actuellement en chemin d'expérimentation. Mais ça aide beaucoup de personnes à justement atteindre un endroit où ils vont avoir le déclic en fait de dire ok, j'ai compris que maintenant la suite de mon chemin, elle va pas être dans les livres, elle va pas être dans écouter des émissions sur internet, elle va vraiment être dans une recherche intérieure. C'est-à-dire que on a besoin à un certain moment, même après, mais à un certain moment on a besoin d'émissions radio, on a besoin de livres, parce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a quelque chose, mais ils n'ont pas le déclic, ils savent pas à quelle porte taper. Enfin, il faut à un moment donné faire quand même un travail de recherche structuré quelque part avant de. Oui, mais je suis d'accord qu'il faut faire un travail de recherche, mais il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, à savoir que la recherche amènera d'autres questions et c'est sans fin, parce que la connaissance est sans fin. Oui, c'est vrai. Donc il y a un moment aussi où il faut accepter de ne pas savoir et d'avoir la foi et de s'en remettre à sa guidance et à l'expérimentation personnelle et de dire voilà, je sais pas ce que je vais expérimenter, je n'en sais rien du tout,
mais ça va être formidable parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors Mark O'Byrne, je ne sais pas si tu le connais, Mark O'Byrne, que nous avons interviewé plusieurs fois, disait il faut sortir de la croyance pour entrer dans la certitude. Je pense qu'il y a des étapes et je juge pas On est tous différents. Les différentes étapes. Il y a des étapes de croyance, il y a des étapes d'intégration par l'expérimentation et où ça devient des certitudes. L'un menant à l'autre. Mais il y a une étape qu'il ne faut pas oublier et qui a été rejetée comme moi, je l'ai rejetée, comme toi tu l'as rejetée, comme beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont rejetée. Parce qu'on a rejeté l'ensemble de la religion, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, mais c'est la foi. La foi, c'est vraiment l'examen de passage de l'être non éveillé à l'être éveillé. C'est s'en remettre au divin et à la perfection sans attendre justement de preuves. Et par ce chemin de dire ok, je ne sais pas qui croire, je ne sais pas ce que je veux savoir, parce que même si j'apprends quelque chose, que j'ai posé la question, ça va amener d'autres questions, et en final, même si on connaissait tout, et alors qu'est-ce que tu fais de toute cette connaissance, tu veux dire, à quel moment tu t'arrêtes pour être dans le je suis et non pas dans le je veux savoir. C'est surtout la base qu'il faut avoir, et la plupart des gens ne l'ont pas, cette base. Ouais. La base, elle est importante à acquérir. Il faut aller la chercher alors, souvent, les gens vont commencer leur chemin spirituel par des expériences très douloureuses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai vécu 12 ans de dépression avant de lâcher l'affaire et de commencer à chercher les solutions, les réponses à mes questions en dehors de cette matrice humaine, on va dire, je vais la réduire à l'humanité parce que on voit qu'une face de la lune, donc les réponses sont pas là, il y a trop de réponses différentes pour que je sache avec 100% de certitude que un tel dit la vérité par rapport à l'autre. Il y a des choses quand même qui résonnent de plus en moi sur certaines informations, mais la seule et unique façon de savoir ce qui se passe, c'est d'aller expérimenter. Tout à fait. Il y a un moment, il faut fermer le bouquin, quoi. Faut plonger à l'intérieur de ce qu'on veut pas voir. Laurent Freeman, merci. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.